Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires que les États-Unis nous envient. Eh oui. Mais elle ne parle pas anglais. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, d'États-Unis, il est question justement. Parce que vous nous racontez comment là-bas, on fait des mariages arrangés entre les comédiens et les comédiennes d'Hollywood. Eh bien oui, messieurs, parce que dans les débuts d'Hollywood, tout acteur ou actrice gay devait cacher ses préférences sexuelles, de peur de ruiner sa carrière. Donc certains d'entre eux ont accepté des mariages de complaisance. Et ces mariages de complaisance, on les appelait mariages lavande, parce que dans la presse britannique à la fin du 19e siècle, la couleur lavande était associée à l'homosexualité. Alors, ces mariages lavande étaient la réponse aux clauses morales émises et imposées par les studios de l'époque. Et en la matière, c'est le studio Universal qui a commencé. Au terme des contrats qu'il signait avec ses acteurs, le studio était en droit de ne pas leur verser leur salaire si ces derniers perdaient le respect du public. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir tout dire, perdre le respect du public. Si on révèle une de vos activités criminelles, vous avez une conduite jugée indécente, qu'on vous chope ivre-mort au volant, ça peut être toutes sortes de choses. Eh bien, en tout cas, ce genre de débordement pouvait naturellement avoir des conséquences économiques majeures, non seulement pour le comédien, mais pour le studio. Et donc, l'un des tout premiers mariages considérés comme de lavande a été l'union en 1919 de l'acteur de cinéma muet et sex-symbole Rudolph Valentino et de l'actrice Jean Hacker, qui était, elle, tout à fait homosexuelle. Alors, on lui fait épouser Rudolph 2 mois après l'avoir rencontré, mais enfin, elle n'a pas du tout l'intention de passer à la casserole. Alors, le soir de la nuit de noces, ils sont à l'hôtel, elle ferme la porte à clé, elle ne veut pas le voir. D'ailleurs, cette histoire-là n'aura pas duré très longtemps, ça va durer 2 ans. Rebelote, Valentino épouse l'artiste costumière et ancienne ballerine Natacha Rambova. Ce mariage-là a l'air tout à fait sérieux, mais il n'est pas considéré davantage comme crédible parce que l'opinion pense que c'est de la poudre aux yeux et les fans de Rudolph qui n'aiment pas du tout qu'il se mette à jouer des rôles efféminés à l'écran sont persuadés que les studios lui ont imposé ce nouveau mariage pour préserver son image de sex-symbole. Alors, il est vrai que Rudolph Valentino, qu'est-ce qu'il était beau, mesdames, messieurs, mais il portait des bagues, il portait un bracelet d'esclave offert par Natacha. Ça veut rien dire, vous savez. Oui, mais à l'époque, comme il était très, très maquillé à l'écran, le public masculin l'appelait bouffé de poudre rose. Et la presse américaine l'accusait de féminiser l'homme américain. De toute façon, ce second mariage, il ne va pas durer beaucoup plus longtemps que le premier. Il prend fin en 1925. Parmi les mariages de lavande, considérés comme les plus avérés, quand même celui, vous connaissez, celui de l'acteur. Tom Cruise, bien sûr. Ça, je sais pas. Non, Rock Hudson, c'est Rock Hudson. Un outing un petit peu violent. Non, faut pas faire ça, c'est pas gentil. Alors, Rock Hudson avec sa secrétaire Phyllis Gates, ils sont mariés en 55. Il la connaissait depuis 3 jours. Ils sont fiancés 3 jours après leur rencontre. Oui, mais le coup de foudre, Clémentine, oui, je suis désolé. Enfin, elle était la secrétaire de son agent et c'est lui qui... on le menaçait, la presse le menaçait de révéler son homosexualité. Donc vite. Il s'est marié, il n'a jamais abordé publiquement son orientation sexuelle et il est mort du sida en 1985. Il y en a une quantité incroyable. Judy Garland et Vincent Minnelli. Ah bon, c'était pas un vrai coup ? Ce sont les clauses morales des studios qui ont obligé... ils ont donné Liza Minnelli quand même. Tout à fait, mais lui, ce monsieur est tout à fait homosexuel. Il y en a d'autres, la Taylor et Stan Wick, on les a obligés à se marier en 39. À la fin de la cérémonie de mariage, Taylor a refusé d'embrasser la mariée. Il est rentré dormir chez sa maman pour la nuit. Donc ça fonctionnait pas toujours très bien. Alors il y a quand même, si vous voulez, il y a quelques acteurs gays qui eux ont choisi de vivre ouvertement leur sexualité malgré le risque. C'était le cas dans les années 30 de l'acteur William Haynes. Il a refusé de cacher sa relation avec son partenaire. Il était sous contrat avec la MGM dans les années 1920-1930 et il vivait avec un ancien marin, très beau garçon nommé Jimmy Childs. Et la MGM l'a sommé de se marier. Il a dit, il n'en est pas question. Il a choisi l'homme qu'il aimait. Il a
quitté la MGN. Il avait simplement 35 ans et toute une carrière d'acteur devant lui. Eh ben non, il a choisi l'amour. Il a créé une entreprise de design d'intérieur très prospère avec son partenaire. Et maintenant, il est considéré comme l'une des premières stars ouvertement gays d'Hollywood et qui a dit non, vous ne me marierez pas avec n'importe qui pour épater la galerie. Mais c'est terrible, ça veut dire qu'il a quand même été obligé de renoncer à sa carrière pour ça. Exactement. Mais pourquoi on parle de la vie privée des gens alors ? Parce que vous savez bien, Stéphane, que les stars ne s'appartiennent pas et qu'elles arrivent à préserver plus ou moins une part de leur intimité. Faites attention Stéphane, un jour vous allez finir en couverture de Paris Match. Vous verrez quand vous serez connu. Mais si, vous êtes notre star. Mais non. Merci Clémentine, c'était passionnant. Hein. Et puis vous avez révélé plein de choses à suivre. C'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous qui prenez la main, Jean-Luc. Oui. C'est Born to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre.